Au niveau du BL, nous espérons que ça tienne cette fois-ci, même si nous avons beaucoup de doutes par rapport à cela. Je m'étais exprimé sur Africa-Guinée juste après la publication du décret que j'avais d'ailleurs considéré comme un décret venu au forcé. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut vérifier, parce que ce n'est pas seulement avec nous autres. Nous espérons que vous tendrez le micro, par exemple, au ministère de l'administration de territoire, qui devait en principe demain, selon le calendrier qu'on nous a communiqué, que le 15 avril, le recensement devait effectivement commencer sur le terrain. On nous a annoncé l'arrivée des kits, 6 000 environ. Est-ce que c'est suffisant? Il faut le leur demander. Est-ce que le démarrage effectif, n'est-ce pas, de recensement électoral, ça aura lieu demain? Est-ce qu'on a pu recruter suffisamment d'agents recenseurs? Est-ce qu'on les a formés à l'utilisation des kits? Parce que nous n'avons que la journée d'aujourd'hui. Si je ne me trompe, nous sommes le 14 aujourd'hui. Si nous sommes le 14 aujourd'hui, on devait être prêt sur toute l'étendue du territoire pour démarrer effectivement le recensement électoral demain. Parce que si le recensement électoral ne démarre pas demain, ça nous demande au moins 3 ou 4 mois pour avoir un fichier, n'est-ce pas, fiable. En ce moment-là, le doute que nous avons quant à la tenue de la date du 21 février, du 21 septembre, ce doute, le 21 septembre. C'est le 21 septembre qu'on a fixé comme date de référendum. Si effectivement le recensement ne commence pas demain, eh bien ça justifie les inquiétudes que nous avons déjà par rapport à cette date venue au forcé. D'accord. Et vous avez sans doute consulté l'avant-projet de constitution élaboré par le CNT. Le jour du référendum, envisagez-vous de voter oui ou non? Écoutez, au niveau du bloc libéral, nous attendons de voir la dernière mouture de ce projet de constitution. Parce que maintenant, nous avons quitté la phase d'avant-projet. Nous avons maintenant, il paraît que le CNT a adopté à l'unanimité le projet. Nous espérons que ce projet sera envoyé aux entités que nous sommes pour que nous prenions connaissance. Parce qu'en Guinée, voyez-vous, avec Alpha Condé, il y avait eu un projet qui avait été soumis au référendum. Mais lorsque le référendum s'est terminé, le texte constitutionnel était différent du projet le projet de constitution qui avait été soumis. C'est pour cette raison que nous commencerons d'abord par prendre connaissance du contenu du projet qui a été adopté. Nous allons lire ce projet. C'est seulement sur la base de ce que nous allons voir dans le projet que nous nous prononcerons si oui ou non, nous conseillerons à nos membres de voter oui ou non. Ok, le Premier ministre Bahouri a récemment laissé entendre qu'il est probable que les élections législatives et la présidentielle soient couplées après le référendum. Quelle est votre réaction à ce niveau? La question qu'il faut se poser à ce niveau, avons-nous l'expérience de coupler deux élections majeures, les élections législatives, les élections présidentielles? Nous avons une vingtaine, voire une trentaine d'expériences électorales, même si la majorité de ces élections étaient émaillées de fraude. Mais jamais il n'a été envisagé en Guinée le couplage de deux élections, c'est-à-dire une élection présidentielle et une élection législative. La seule fois que sur le territoire guinéen, on ait réalisé un couplage, c'est en 2020 avec Alpha Condé, quand il a soumis le texte référendaire, disons au référendum, et le même jour, il y a eu le vote pour les députés. Donc ça sera en fait une première, que les élections présidentielles soient organisées, n'est-ce pas, en même temps que les élections législatives. La question qu'on se pose, c'est comment on va y arriver. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le Premier ministre Bahouri est arrivé, c'est comme si la Guinée fonctionne comme une monarchie absolue. Il n'y a aucun dialogue, n'est-ce pas? Or,
quand on parle de processus électoral, l'acte numéro 1, c'est l'élaboration du fichier électoral. Il y a le recensement qui va commencer sans la participation des acteurs politiques et sociaux censés prendre part aux élections qui viendront après. En quoi donc ce processus qui a commencé sans associer les acteurs politiques, sans associer les acteurs sociaux, en quoi cela peut nous garantir la paix au bout? En quoi cela peut aujourd'hui nous garantir l'acceptation, n'est-ce pas, du processus par les uns et les autres? Nous sommes un pays qui est caractérisé par, n'est-ce pas, une crise de confiance qui est très aiguë. C'est d'ailleurs cette crise de confiance qui a fait que, pendant les décennies passées, on est arrivé à un consensus de mettre en place une CENI, une commission électorale nationale indépendante. Alors, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été tentés, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, et nous, depuis plus d'une dizaine d'années, nous conseillons qu'une CENI technique soit mise en place, qui soit indépendante, n'est-ce pas, même si les acteurs sociaux, l'administration, les acteurs politiques peuvent être associés, ils peuvent être associés comme observateurs, mais qu'il y ait une entité indépendante qui soit surveillée par les acteurs politiques, les acteurs sociaux et l'administration. Parce qu'en Guinée, il faut écarter complètement la possibilité que les élections puissent être organisées par l'administration. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à travers le pays, l'administration publique est devenue un parti qui s'appelle CNRD. Alors donc, nous déplorons ce manque de dialogue qui ouvre la voie à toute possibilité concernant notre pays. Or, Bahouri n'est pas n'importe quel acteur. Il a fait semblant de se battre pendant des années pour les droits humains. Il a été acteur politique, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'années derrière lui. Qu'il arrive Premier ministre et que sous sa primature, on ait fermé les radios qui comptent, les médias qui comptent dans ce pays, n'est-ce pas? On a des partis politiques qui sont en train d'être suspendus, qui sont en train d'être dissous, qui sont en train d'être en observation, sans que cela ne se fasse sur la base d'un processus transparent et clair. Il y a vraiment des questions à se poser par rapport à cette déclaration de Monsieur le Premier ministre. Parlant du dialogue justement, et la présidence a renouvelé ces derniers jours son appel au dialogue avec les acteurs politiques. Selon vous, s'agit-il d'une démarche sincère ou bien simplement une stratégie de façade pour poursuivre un agenda caché? Écoutez, je crois que quand on veut le dialogue, on connaît, si on a procédé à l'évaluation des partis politiques, c'est qu'on a au moins une connaissance de leur lieu. C'est-à-dire du lieu où se trouve leur siège. On a au moins une connaissance des numéros de téléphone des responsables de ces partis. Ce n'est pas simplement en donnant un communiqué à la RTG que beaucoup ne regardent pas qu'on peut dire qu'un dialogue pourrait un dialogue pourrait commencer dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre. Je crois que ce soit la présidence, que ce soit la primature, que ce soit n'importe quelle entité, il faut écrire à chaque entité légale, parce que désormais, si on dit vous avez l'autorisation de faire vos activités, c'est qu'on est une entité légale. Qu'on nous saisisse, nous avons, n'est-ce pas, des idées à mettre sur la table. L'agenda, nous devons le construire ensemble, on doit s'asseoir pour s'entendre. Déjà, le premier faux pas que le CNRD vient de commettre, c'est celui d'autoriser que le recensement électoral commence sans les acteurs. Parce que tout ce qui est fait à l'insu de quelqu'un peut être fait contre vous. Nous savons en Guinée que la fraude électorale, ça commence par la constitution du fichier électoral. Le plus souvent, lorsque les acteurs ne sont pas associés, c'est l'administration qu'on ne peut pas porter confiance qui a entamé la procédure. On peut envoyer moins de kits dans certains endroits qu'on considère être de l'opposition, par exemple. On peut envoyer des gens mal formés. On peut même priver, n'est-ce pas, les primes à ceux qui vont recenser dans certains endroits. Tout ça pour biaiser
le processus et avoir un fichier électoral qui favorise certaines parties du pays au détriment d'autres. Si on veut que les choses se fassent pour sauvegarder la paix dans ce pays, c'est ce pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous n'arrêtons pas d'exiger des autorités actuelles qu'il y ait un dialogue, que toutes les questions soient mises sur la table et que ces questions-là soient débattues et qu'on s'entende sur quoi faire. Déjà, on ne peut faire confiance à ce processus qui pourrait commencer demain, c'est-à-dire le processus d'élaboration du fichier électoral, parce que ça se fait sur la base de non-respect de ce principe de base qui est celui d'organiser des dialogues pour qu'il y ait des consensus, pour que les actes soient posés. Ces derniers temps encore, on observe d'importantes mobilisations en faveur du CNRD dans certaines régions du pays, Kankan, Zérékoré, récemment à Boké. Certains y voient une campagne prématurée en faveur du général Mamadi Doumbouya, tandis que d'autres dénoncent un gaspillage des ressources publiques. Quelle est votre position à ce sujet? Vous savez, lorsque le CNRD est arrivé et nous avons écouté le président Mamadi Doumbouya, il y a quelque chose qui était un motif d'espoir. Parmi les promesses qu'il a eu à faire, il a dit il faut qu'on dépolitise l'administration dans notre pays. Eh bien, à voir ce qui se passe aujourd'hui, on a l'administration la plus dépolitisée du monde. C'est ce qui en fait la brutalité de la déception que les gens ressentent par rapport à ce qui a été déclaré. Il a dit qu'aucun Guinéen ne doit maintenant mourir à cause de ses opinions. Eh bien, nous avons des compatriotes qui ont disparu, dont on se pose encore aujourd'hui la question, où sont-ils? Fonike Mange, Biloba, Marwan Kamara, Monsieur Nimakan, Abdoul, qui a eu beaucoup plus de chance, torturé, il est encore entre la vie et la mort, mais nous venons d'apprendre qu'il a pu sortir du pays pour aller se traiter ailleurs. Nous souhaitons prompt rétablissement à Abdoul Sako. S'il n'avait pas été retrouvé par des paysans en brousse, eh bien, il serait aujourd'hui, on parlerait de lui au passé aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre promesse qui n'a pas été tenue. Une autre promesse, le président Doumbouya a dit, essayons d'éviter les erreurs du passé. Eh bien, je ne sais plus quelles sont ces erreurs du passé. Parce que nous fonctionnons aujourd'hui pire qu'avant. Pire qu'avant. Vous avez mentionné la campagne avant la campagne qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu la marche à Kankan pour la paix. Il y a eu la marche à Kindia. Il y a eu la marche à Boké, les 11 et 12, qui ont des allures de campagne électorale. Et qui sont les acteurs qu'on voit dans les rues, dans ces manifestations? C'est des commis de l'État. Il y a des militaires qui sont dedans, parce que je vois les membres du CNRD dedans. Il y a des administrateurs centraux, c'est-à-dire des ministres, des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet, des secrétaires généraux, des directeurs nationaux, etc., etc. On pense même que les plantons sont obligés de se déplacer. Nous savons en Guinée que notre administration publique compte environ 100 000 personnes. Les VA transportent les gens. On sait combien de VA ont pu se déplacer à Kankan. À Boké d'ailleurs, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers une de ses directions nationales, a fait un communiqué bloquant la circulation sur l'axe Boké-Conakry pour permettre à l'administration centrale qui est à Conakry de prendre le chemin de Boké. Ça, c'est vraiment scandaleux. Il faut rappeler, et ça c'est pour tous ceux qui sont en train de se prêter à ce jeu. En tant que fonctionnaire, on a un devoir de réserve face au jeu politique. Face au jeu politique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ceux qui rêvent
que les élections vont être organisées par le ministère de l'administration territoire et que les acteurs politiques, les acteurs sociaux vont l'accepter, ils sont en train de dormir, de rêver debout. Parce que ça ne peut pas se passer. À moins que les conditions soient en train d'être créées pour provoquer la violence dans le pays. Nous tenons à la paix dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter tout ce qui peut conduire à la violence dans ce pays. Donc c'est des campagnes. Avant les campagnes, n'est-ce pas, on nous a promis que l'administration publique serait dépolitisée. Aujourd'hui, c'est des VA qui ont du carburant payé par le contribuable guinéen qui amènent des milliers et des milliers de gens à Kindia, à Boké, à Kankan. Mais il y a une chose que je vais dire au peuple de Guinée. Ne vous laissez pas tromper. Ce que le CNRD et ses supporters sont en train de créer, c'est une illusion. On est en train de créer l'illusion que toute la Guinée est désormais derrière le CNRD. Mais si vous observez très bien les images, les mêmes que vous avez vues dans les images à Kankan, vous les avez vues à Kindia, vous les voyez à Boké. C'est les mêmes qu'on est en train de tourner. Puisque l'État, les maigres moyens de l'État sont aujourd'hui consacrés au transport des fonctionnaires pour aller prendre des photos à Kankan, à Kindia et à Boké, eh bien que cela ne vous trompe pas. Ce n'est pas toute la Guinée qui est derrière le CNRD. C'est l'administration et quelques affamés qui sont en train de chercher quoi manger. Au niveau du BL, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour freiner cela? Nous sommes en train de nous concerter, puisque maintenant, il n'y a plus de l'ombre d'aucun doute que les manifestations sont désormais autorisées sur l'étendue du territoire national, parce que quand le CNRD est venu, il a dit les manifestations ont eu trop de morts dans notre pays. Observons, n'est-ce pas, un moratoire, le temps de construire, n'est-ce pas, des institutions, le temps de faire la refondation. Mais on sait que ce n'est pas la refondation qu'on est venu faire. On sait que ce n'est pas des institutions qu'on est venu construire. C'est la confiscation du pouvoir qu'on est venu faire. Alors, aujourd'hui, ainsi, c'est comme si toutes les manifestations ont été autorisées sur toute l'étendue du territoire national. Ce que je suis en train personnellement de faire, en tant que président du Bloc libéral, d'abord, avec les collègues de la CPR, ainsi que de la classe politique qui reste, il faut qu'on se donne les mains pour également entamer des marches, n'est-ce pas, de la paix dans toutes les régions, dans toutes les préfectures du pays, avec les effigies des leaders politiques que nous sommes. De cette manière-là, le jeu politique va commencer véritablement. Et nous invitons les Guinéens à s'apprêter à cela. Vous comprendrez en fait que ce n'est qu'une minorité qui est en train de s'agiter aujourd'hui avec les photos du général Mamadi Doumbouya. Et c'est le message que j'ai toujours envoyé au général Mamadi Doumbouya, c'est ceci. Quand vous êtes venu, vous avez parlé et nous avons entendu. Beaucoup d'entre nous, nous avons supporté le début de cette période transitoire parce que nous avons cru en ces paroles qui sont devenues aujourd'hui du vent. Ne prenez pas le pas dans l'inconnu. Le pas dans l'inconnu, c'est de dire aux Guinéens, je serai candidat. Dès lors que ce pas sera franchi, c'est comme si Alpha, le jour que Alpha, à la fin de son mandat, le deuxième, a pris la décision de chercher un troisième mandat, c'était le saut dans l'inconnu. On sait la suite. Je ne souhaite pas que l'histoire se répète dans notre pays. Je souhaite que l'instabilité qui caractérise notre pays, les coups d'État qui se suivent, qu'on arrête ça. À l'arrivée du CNRD, on a dit que plus jamais un coup d'État nous voulons en Guinée. Mais c'est comme si on est en train de créer des conditions pour qu'il y ait une autre crise. Parce qu'aujourd'hui, on gère la Guinée comme une monarchie absolue. On n'a plus besoin d'écouter des autres acteurs. On n'est plus une république. C'est cela qui crée les conditions, n'est-ce pas, de troubles, des conditions d'instabilité, des conditions de coup d'État. Nous n'en voulons pas. C'est pourquoi nous interpellons le président Mamadi Doumbouya qu'il mette fin à cette récréation. Les fonctionnaires
il y a l'article 57 du statut des fonctionnaires qui impose un devoir de réserve. Tous ceux qui sont en train d'utiliser les VA avec le carburant payé par le contribuable, ils s'exposent à des poursuites. Et tout cela est bien entendu fait au vu et au su du CNRD, de son président, et rien n'est en train d'être posé comme acte pour empêcher cela. Il y a déjà un précédent dans ce pays. On peut condamner quelqu'un pour responsabilité de commandement. Pas parce que vous avez vous-même autorisé expressement. Donc, je souhaite que le président Mamadi Doumbouya tienne compte de ce message pour que cette frénésie que nous voyons au préjudice des fonds publics s'arrête. D'accord. L'IFDG traverse actuellement une période marquée par des départs remarqués comme ceux de Cellou Baldé et Malado, aperçus récemment déjà aux côtés du CNRD à Boké dans ce qui s'apparente comme une campagne pour le général Mamadi Doumbouya. Comment analysez-vous ce ralliement? Vous savez, quand on est dans un parti politique, c'est comme un autobus. Un autobus, quand ça bouge du point 0 pour aller à un point Z, il y a des arrêts. À chaque arrêt, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. C'est comme ça que j'interprète cela. Il y a des gens dans tous les partis politiques, n'est-ce pas, qui à un moment donné peuvent être fatigués de rester dans l'opposition. Vous savez, c'est pas facile de faire l'opposition, hein? Il n'y a pas d'argent à faire l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on dépense de l'argent. Vous comprenez? Vous dépensez de l'argent. Quand un de vos militants meurt, vous devez aller présenter les condoléances. Quand un de vos militants est malade, vous devez cotiser pour aller le traiter, etc., etc. Sans compter toutes sortes de dépenses qu'on fait. Donc, faire l'opposition, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi les vrais héros, en fait, en Guinée, sur l'échiquier politique, c'est ceux qui se battent pour les valeurs de démocratie, de liberté, de justice, et dans l'opposition. Parce qu'eux, ils ne sont pas à la soupe. Parce qu'on a dit qu'il paraît que aller au gouvernement, c'est aller à la soupe. Vous comprenez donc? Il y a des gens qui sont tentés, effectivement, d'aller vers la soupe. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans la vie politique, ça c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il y a des gens qui vont débarquer à chaque arrêt, il y a des gens qui vont s'embarquer à chaque arrêt. Et donc, là-dessus, nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui croient aux valeurs pour lesquelles tant de Guinéens ont perdu la vie. Tant de Guinéens. Parce qu'il faut qu'on se rappelle, depuis avant l'indépendance, il y a eu des Guinéens qui ont été enterrés, qui se battaient. Pourquoi? Ils ne se battaient pas pour avoir à manger. Hein. Ils se battaient pour qu'il y ait la liberté pour chacun de nous, pour qu'il y ait la justice en Guinée. Donc on en a enterré avant l'indépendance, depuis qu'on a obtenu l'indépendance, et tout récemment, hein, au temps du professeur Alpha Condé, c'est des dizaines qu'on enterrait parfois. Ceux-là, ils se sont battus pour que notre dignité soit respectée, qu'on en tienne compte. Simplement. D'accord. Et Aliouba aussi est en train d'être jugé en appel au niveau de la cour d'appel. On a vu le déroulement de ces deux audiences. Il y a même le procureur qui a souhaité que le procès se tienne à huis clos. Et comment vous suivez ce procès? C'est avec beaucoup de peine que je suis ce procès, parce que Aliouba, comme on le sait, c'est un jeune frère. Il a été un collègue au sein du parti BL. Mais j'ai été le chercher comme un jeune frère. Nous avons une relation familiale très forte. Rappelez-vous que là où il a été arrêté, j'ai failli être arrêté là-bas quelques mois plus tôt. Lorsqu'on m'a empêché, pendant au moins 8 heures, de traverser la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone quand je partais au Libéria. C'est au même endroit qu'on a arrêté Aliouba. Il n'y avait pas une procédure dont il connaissait déjà l'existence. C'est quand il s'apprêtait à aller en Sierra Leone qu'il a été arrêté. C'est pourquoi nous ressentons ça douloureusement. Si j'ai une invitation à faire, c'est à l'intention
de la Cour d'appel de Conakry. La Cour d'appel de Conakry. Nous nous rappelons, nous autres, que lorsque le CNRD a fait le coup d'État contre Alpha Condé et son régime, les magistrats étaient venus devant les médias. Ce qu'ils ont dit ce jour, ce n'était pas à l'honneur. Ce n'était pas, si vous voulez, c'était pas joli à entendre de notre système judiciaire. Parce que qu'est-ce que les magistrats sont venus dire devant les médias? Ils ont dit qu'on les pardonne. Parce que pendant les années Alpha Condé, ils n'interprétaient pas la loi. Ils ne prenaient pas de décisions selon leur intime conviction, leur connaissance du droit, mais ils étaient sous injonction, n'est-ce pas, de l'exécutif. Il ne faut pas que cela continue et que s'il y a un changement encore demain, qu'on répète la même chose. Ce qui peut nous rendre fiers de la justice guinéenne, c'est qu'elle se comporte comme la justice au Sénégal. Si Macky Sall était en Guinée ici, il serait encore au pouvoir. Si Sonko et Diomaye Faye étaient des Guinéens, ils seraient encore en prison. Quand il a été question du Sénégal, quand Macky Sall a essayé de prolonger par un acte administratif son mandat, la justice a dit non. Votre devoir, c'est d'organiser en bonne date les élections. Et il a obéi. La justice ne sait pas le pouvoir qu'il possède. Les magistrats ne semblent pas réaliser le pouvoir qu'ils possèdent. Ils peuvent arrêter n'importe quel acte du président Mamadi Doumbouya. Ils peuvent arrêter n'importe quel acte de n'importe qui en Guinée. Malheureusement, la justice accepte de se laisser instrumentaliser et pour venir demander pardon après. Non, ce n'est pas du pardon que nous attendons de nos magistrats. Nous voulons être fiers de la justice guinéenne quand elle dit le droit. Quand les magistrats prennent la décision selon leur intime conviction. C'est ce que nous attendons de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas des pardons.